La vie m'a appris qu'on est tous à un moment donné confrontés à des difficultés, amenés à relever des défis ou des challenges. Dans ces moments-là, ça a impliqué pour moi que je me suis sentie faible, vulnérable et impuissante. Quand j'ai compris que le regard que les personnes posaient sur moi pouvait être différent du fait de mon handicap, j'ai eu qu'une seule idée en tête, c'était d'instaurer une relation de normalité avec le reste du monde. J'avais donc adopté une stratégie qui consistait à mettre en avant ma féminité. Cette stratégie, elle a fini par tourner à l'obsession pour moi. Pourquoi? Parce que tous les matins, je passais 1 heure à me maquiller, à me camoufler et à chercher les vêtements dans lesquels on ne verrait pas mes cicatrices. Une telle obsession que tous les matins, j'avais des problèmes avec mes profs parce que j'étais en retard en cours, parce que je ne me sentais pas nécessairement bien dans mes vêtements et que j'avais chaud puisque même en été, je portais des manches longues. Un jour, malheureusement pour moi, j'ai plus pu me cacher. On allait avoir un cycle d'EPS obligatoire, pas n'importe lequel, en plus, natation. Donc concrètement, impossible de cacher quoi que ce soit. En plus, il allait falloir que je l'annonce à mes amis. J'étais terrifiée. Du coup, j'ai décidé de convoquer mes amis à une réunion de crise. Et j'essayais de me convaincre au plus profond de moi qu'ils continueraient de m'aimer, qu'ils continueraient de m'accepter, puisque depuis le début, en soi, ils ne savaient rien. Et puis, je me disais qu'ayant toujours tout fait comme une personne valide, il y avait peut-être des chances pour qu'ils m'acceptent encore. Ça, c'est ce que je voulais croire. La réalité, c'est que j'étais vraiment terrifiée. Du coup, je leur avais donné rendez-vous dans un coin de la récréation, à l'abri des regards. Et puis, en allant vers eux, je me disais, tu peux le faire, t'es forte, ça va aller. Je suis arrivée devant eux. Je me suis tenue debout, comme là devant vous. Et je leur ai dit, j'ai pas de jambes, j'ai des prothèses. Je l'ai balancé comme ça direct. Vous savez, un peu comme quand vous faites une bêtise et que vous devez l'annoncer à vos parents, vous parlez super vite, vous fermez un peu les yeux et vous vous attendez juste à avoir un torrent de réaction à vous faire engueuler. Ben, c'était moi à ce moment-là. Donc du coup, je les regarde et puis je vois dans leurs regards qu'ils sont un peu intrigués, surpris, mais à part me dire bah ok, c'est pas grave, on y va, il n'y a rien eu d'autre. D'un côté, j'étais un petit peu rassurée parce que je me dis bah je crois qu'en fait, ça veut dire qu'on est toujours amis. Mais de l'autre, bizarrement, j'étais déçue. Déçue pourquoi? Parce que je me suis dit, mais tout ça pour ça? En fait, je m'étais tellement fait une montagne de toute cette histoire de ma condition, alors qu'en fait, pour eux, c'était rien. C'était rien parce que l'image que j'avais de moi, c'était pas du tout celle que je leur envoyais. Et je me suis dit, mais j'avais même pas besoin de tout ce maquillage, j'avais même pas besoin d'avoir autant de problèmes avec les profs, avec mes parents. Tout ça, c'était du temps perdu. Aujourd'hui, avec le recul, je suis vraiment contente d'avoir eu à faire cette révélation, parce que la seule chose qui a changé entre mes amis et moi, c'est qu'on est devenus plus proches. Pourquoi est-ce qu'on est devenus plus proches? Parce que quand je leur ai annoncé que j'avais plus de jambes, je leur ai expliqué comment j'avais survécu à un incendie criminel à l'âge de 5 ans, dans lequel j'avais perdu ma mère et mon petit frère. Je leur ai aussi expliqué que les chirurgiens avaient dû m'amputer pour me sauver d'une gangrène. Je leur ai aussi dit que, toujours à l'âge de 5 ans, je m'étais réveillée d'un coma. Ils comprenaient aussi enfin pourquoi je parlais jamais de mon père, qui avait décidé de m'abandonner à la sortie de l'hôpital parce qu'il ne voulait pas s'occuper d'une petite fille handicapée, et pourquoi j'étais la seule de la classe à avoir la mention tuteur légal et non parent, puisque ma tante et son mari m'avaient recueillie. À la suite de cette révélation, donc, je me suis sentie beaucoup plus proche de mes amis, beaucoup plus à l'aise dans mes relations amicales, mais je dois dire que dans mes relations publiques et même familiales, c'était encore différent. Le sport a toujours rythmé la vie familiale. Et quand les amis de mes parents ou la famille venaient nous visiter, ils parlaient de mes sœurs, ils leur posaient des questions de sport. En même temps, pour eux, c'était difficile de faire autrement parce que dans le salon, il y avait les photos, les médailles et les trophées de mes sœurs. Et moi, à côté de ça, les seules questions auxquelles j'avais droit, elles étaient tournées autour de mes prothèses, de ma santé et de mon handicap. Avec le recul, j'ai compris qu'en fait, ces questions, elles étaient plutôt bienveillantes. Mais à ce moment-là, moi, la seule chose dont j'avais envie, c'était d'être considérée comme une personne normale. Je me suis donc dit que, vu que c'était normal de faire du sport à la maison, j'en ferais aussi. C'est là que j'ai découvert le handisport. Du coup, quand j'ai commencé à faire du sport, j'ai senti un changement dans la façon dont mes parents parlaient de moi auprès de leurs amis. Pour la première fois de ma vie, je ressentais un brin de fierté dans leur voix. Encore mieux, dans le regard des amis de mes parents ou de ma famille,
il y avait aussi un changement. Je me sentais presque comme admirée. Et c'est tout ce que j'avais toujours voulu, être considérée comme une personne normale. Enfin, ils pouvaient s'identifier à moi. Et comme je choisissais de faire des compétitions, on parlait de mes compétitions, je gagnais, je perdais, ça leur parlait. J'avais plutôt des bons résultats dans les disciplines que je pratiquais, et je prenais du plaisir, sincèrement. Mais je ne vais pas vous mentir, au fond de moi, j'avais toujours cette idée de course à la normalité, ma stratégie du début. Mais je me suis dit, je vais continuer à faire du sport, je vais continuer à me faire plaisir, et puis on verra bien. La découverte avec le basket fauteuil, elle s'est faite un peu par hasard. En fait, on devait choisir un sport avec mes amis au collège, et c'était le seul sport qu'on pouvait faire tout ensemble. En plus, je ne sais pas si vous savez, mais à 16 ans, on est vraiment très copines. Hein, c'est-à-dire que même pour aller aux toilettes, on y va tout ensemble. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé le basket fauteuil. Le basket, je connaissais, je pense que vous connaissez aussi. En revanche, le fauteuil, pas du tout. Je vous l'accorde. Pour une femme qui est censée être handicapée, que je vous dise que c'est la première fois que je découvrais un fauteuil, c'est bizarre, mais c'est vrai. J'avais jamais été dans un fauteuil avant. Faut croire que ça a été une magnifique découverte, puisque seulement 4 ans après, j'ai été la plus jeune fille à participer aux Jeux paralympiques de Rio 2016 avec l'équipe de France de basket fauteuil. En arrivant au village paralympique, il y a un garçon de la Team USA qui me dit je t'invite à manger avec nous ce midi. Donc j'accepte, et puis en arrivant à la table, un de ses coéquipiers me dit bon allez, finis les secrets maintenant, dis-nous, c'est quoi ton handicap? Je leur dis je suis double amputée. Et là, ils explosent tous de rire. Donc moi, super impressionnée, je comprends pas. Je leur dis expliquez-moi. Et ils me disent en fait, depuis le début, on était tous persuadés et convaincus que tu étais une athlète, et que tu étais si mince à cause d'une maladie qui te rendait dans cet état-là. Sympa. Et en fait, ça m'a vraiment fait rire dans le fond parce que je me suis dit, mais eux qui pratiquent du basket en fauteuil depuis des années, qui côtoient des personnes en situation de handicap depuis des années, ils arrivent à se tromper sur mon handicap. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait interpellée. 2 semaines après, je rejoins mon club des Hornets au Canet. Et puis à la fin d'un match, le président vient me voir et me dit faut que je te dise un truc, tu vas être morte de rire. Donc je lui dis je t'écoute. Et il me dit donc il y a un supporter qui m'a dit tu féliciteras Grace pour ses tatouages sur son bras droit parce qu'ils sont vraiment bien réussis. Et là je me suis dit oui effectivement c'est drôle, mais je vais le laisser croire que c'est des tatouages parce que je pense qu'il va être mal à l'aise si je lui dis que c'est des cicatrices de brûlure. En l'espace de 2 semaines, j'avais vécu 2 situations plutôt différentes, mais aussi très similaires à la fois. C'est-à-dire que d'une personne handicapée à moi, personne handicapée, ils avaient réussi à se tromper sur mon handicap, et d'une personne valide à moi, personne handicapée, ils avaient aussi réussi à se tromper sur mon handicap. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait plusieurs visions du handicap. Et le plus souvent, elle est formatée et associée au fauteuil. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'en fait, je compte même plus le nombre de fois où je me gare sur une place handicapée et qu'en descendant, donc en marchant, on me lance des regards noirs ou qu'on me dit « Mais mademoiselle, vous savez que c'est une place handicapée ?» Oui, je sais. Ou encore quand je vais faire les soldes et qu'il y a la queue à la caisse et que je demande « Excusez-moi, vous n'aurez pas une caisse prioritaire ?» et qu'on me répond « Vous marchez, je ne pense pas que vous en ayez besoin. » Oui, je sais. Et en fait, je pense que ma vision du handicap à moi, elle est sans doute même différente de la vôtre. Parce que moi, ma vision du handicap, c'est juste des personnes comme moi, à qui il manque quelques morceaux et qui, du coup, vivent quand même leur vie, ou parce que la faute à pas de chance se retrouve sur des roulettes et en fauteuil roulant, mais vivent quand même leur vie de manière autonome et indépendante. Ma vision du handicap, elle est aussi différente de celle qui associe le handicap au Téléthon. J'avais une amie, la première fois qu'elle m'a rencontrée, elle m'a dit « Mais c'est génial, en fait, tu fais le Téléthon, toi aussi ?» Pas du tout. Et puis quand je lui ai expliqué ma condition, elle m'a dit, mais en fait, je crois une chose, c'est que il y a vraiment un truc d'injuste entre toi et moi. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, toi, tu peux changer ta taille de prothèse quand tu veux, et surtout, t'as pas besoin de t'épiler les jambes. Quand j'ai compris ça, qu'il y avait plusieurs différentes visions du handicap, j'ai compris qu'en fait, les regards que je pouvais recevoir dans la rue ou dans n'importe quel environnement je pourrais évoluer, ils n'étaient pas forcément négatifs. Il m'aura fallu des années pour comprendre ça. Mais ça fait seulement quelques temps que je me sens libre dans mon handicap. Ça fait seulement quelques temps que j'ai accepté de me laisser regarder.
que j'ai accepté le regard des autres. De toutes les interventions que je suis amenée à faire grâce au basket fauteuil, je me suis rendu compte qu'avec les enfants, c'est plus facile parce que c'est plus rapide. Il faut en général même pas 5 minutes avant de casser toutes les croyances et les a priori qu'ils peuvent avoir sur les personnes handicapées. Donc ça va du petit garçon qui me dit qu'en fait être handicapé c'est génial parce qu'il s'est éclaté sur mon fauteuil de sport, à la petite fille qui me dit qu'en fait c'est pas si terrible que ça puisque je marche et que je vis une vie plutôt ordinaire comme sa star préférée ou son athlète préféré. Et en fait, il y en a une qui m'a vraiment marquée. Je l'ai rencontrée cet été au championnat d'Europe, et c'était une petite Espagnole. Donc elle me voit m'entraîner sans mes prothèses sur mon fauteuil de sport, et elle me voit marcher à la fin de l'entraînement avec mes prothèses. Et elle vient me voir et elle me dit « Je pense que tu as vraiment un bon karma, parce que tu es aussi forte sans tes jambes qu'avec tes jambes. » Et là, je suis restée vraiment choquée parce qu'elle était toute petite, donc je demande à sa maîtresse « Mais elle a quel âge ?» Et elle me dit « 6 ans ». Et sa maîtresse aussi, elle était bouche bée. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un truc fascinant avec la façon dont les enfants perçoivent la différence et voient le handicap. Je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce qui nous est arrivé en grandissant? Et je pense sincèrement que nous, en tant que jeunes adultes et en tant qu'adultes, on a énormément à apprendre d'eux. Parce que moi, à chacune de ces interventions, j'étais censée leur enseigner quelque chose, mais finalement, je me rends compte que j'ai beaucoup plus appris d'eux que de moi. Alors aujourd'hui, j'ai qu'une seule question à vous poser. Si demain vous redeveniez des enfants, comment est-ce que vous verriez le handicap? Merci.